Inside Hill Climb, c'est déjà le 5e numéro, émission 100% speaker. Vous l'avez découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela. Je vais vous présenter mes invités dans quelques instants. Vous avez écouté un programme un petit peu spécial pour ce soir. Vous allez le découvrir dans quelques secondes. Avant de démarrer, je vous le rappelle les amis, l'ensemble des émissions précédemment réalisées sont à retrouver sur les différents supports et les différentes pages Inside Hill Climb. Pour commencer, Facebook, on est déjà plus de 1000 personnes sur cette page. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à partager la page et à inviter vos amis à la rejoindre. Et vous pouvez également retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Inside Hill Climb. Émission 100% speaker ce soir. Donc je suis en terrain connu, hein. J'ai réuni mes confrères de part et d'autre de l'Europe pour ce plateau spécial speaker. Alors vous le savez, hein, les amis, dans Inside Hill Climb, on met en avant toutes celles et ceux qui font la course de côte, les pilotes, les organisateurs, et puis les speakers, c'est ceux qui commentent la course, qui vous font ressentir tout ce qui est en train de se passer sur une épreuve. Il était important justement d'en faire une petite émission. Je vous présente mes invités de ce soir. On va commencer par celui à qui j'ai l'honneur de succéder sur le championnat de France de la montagne. Alors c'est sur le papier, hein, parce qu'à la base je devais te succéder, mais là, vu la situation, il va falloir attendre un petit peu. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Jean-Michel Bayen. Salut Jean-Michel. Bonjour. Bonjour, merci à toi. Merci à toi d'être à nos côtés, Jean-Michel. Je continue la présentation avec celui qu'on a l'habitude de voir du côté du Luxembourg, notamment speaker de la course de côte d'Eschdorf, quelqu'un qui est connu et reconnu dans le monde de la course de côte. On ne le présente plus, bien évidemment. Il s'agit de Patrick Weber. Salut Patrick. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci à toi aussi d'être à nos côtés. Et puis enfin, on accueille celui qui a, alors il a beaucoup de chance lui parce qu'il commente une épreuve qui est peut-être la plus belle, en tout cas une des plus belles, ça c'est sûr, course de côte en Europe. Il s'agit de la course de côte de Saint-Ursanne-les-Rangiers. Il s'agit de Cédric Guénias. Salut Cédric. Et salut Pierre, salut tout le monde. Bon, merci beaucoup les gars d'être à nos côtés pour ce plateau européen. Hein, on va dire, on a débordé un petit peu des frontières. Ma première question que je pose à l'ensemble de mes invités, comment s'est passé pour vous le confinement ou pas d'ailleurs, parce que pour certains, il y en a qui ont eu un petit peu plus de chance. Cédric, dis-nous tout, comment ça s'est passé pour toi? Alors, le confinement s'est très très bien passé, c'était relativement facile puisqu'en Suisse, nous n'avons pas eu de confinement, c'était un semi-confinement. Donc voilà, on va dire que c'était bien, ça a permis de faire des choses, de bricoler, c'était pas mal. Bon, visiblement, tu as eu un peu plus de chance que nous en France. La reprise se passe bien pour toi? Oui, très très bien, tout s'est bien passé, pas eu de malades dans la famille, les amis, etc. Donc, on ne peut mieux pour cette mauvaise période. Super. Patrick, comment ça s'est passé pour toi? En fin de compte, ça s'est très très bien passé. Comme de toute façon, moi j'ai l'habitude d'être beaucoup à la maison, même en temps normal, pour m'occuper de mon mari qui est malade. J'ai l'habitude en fait d'être à la maison et ça s'est très bien passé. Bon, ok, super. Ça va, la reprise se passe bien également pour toi? Ça se passe bien. Espérons que maintenant ça va continuer à aller mieux. Exactement, on l'espère tous en tout cas qu'effectivement on va sortir le plus vite possible de cette période. Jean-Michel, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé, figurez-vous, puisque moi j'ai la chance d'habiter un joli village d'Auvergne. J'ai une maison avec du terrain, ma foi. Puis je suis un vieux grizzly, alors vous savez, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Pas de problème, ça s'est bien passé. Mais j'ai cependant hâte d'être libre, quoi, de partir, de faire ce que j'ai envie de faire. Puis j'ai hâte de voir des courses de voitures. Oui, bien sûr. Je crois que tu t'es doté d'un nouvel engin là pour Voilà, j'espère aller vous voir sur les courses avec un fourgon camping-car. Ouais, voilà. Je vais faire le spectateur et le curieux maintenant un petit peu. Avec plaisir de te retrouver. Et puis tu sais que je te partage ma cabine de speaker avec grand plaisir. Tu le sais. Bon, les amis, ce soir, on vous a concocté un programme un petit peu particulier. Je le disais en introduction de cette émission, parce que c'est vrai que d'habitude j'ai l'habitude de questionner mes invités. Et ce soir, on va faire un petit peu différemment, vu qu'on a la chance d'être tous les 4 commentateurs dans le sport automobile. On va mutuellement se poser des questions. Et donc, je vais partager l'animation de mon émission exceptionnellement ce soir à mes 3 confrères. Je vais commencer avec une première question pour toi, Patrick, que j'ai la chance de connaître depuis très longtemps. Explique-nous comment tu es devenu speaker, Patrick. En fait, mon papa, il a fait des courses en tant que pilote à partir du début des années 70, 70. Donc, et moi, j'ai grandi dans le milieu des courses de côte.
Et quand j'avais 12-13 ans, en tant que lycéen, je commençais à faire des communiqués de presse sur les épreuves du club organisateur de mon papa. Et puis, à 15 ans, en 1980, donc il y a tout juste 40 ans, le speaker de l'épreuve qui avait l'habitude de faire les micros des courses de notre club, il voulait un peu se retirer, il avait d'autres intérêts, il n'avait plus trop le temps. Et finalement, on m'a demandé si je voulais le faire et j'ai commencé donc il y a tout juste 40 ans, à 15 ans, à faire ma toute première course au micro. Et ensuite, ça s'est enchaîné. D'abord les courses seulement de notre club, puis plus ou moins toutes les courses au Luxembourg, que ce soit slalom, course de côte, circuit, et puis après quelques courses à l'étranger. Et depuis, l'histoire continue, hein? L'histoire continue. L'histoire continue de moins en moins, comme il y a de moins en moins de courses au Luxembourg, mais bon, on continue quand même. Bon, ben c'est pareil, hein, tu sais, c'est comme Jean-Michel, hein, si tu veux passer en France, avec plaisir, moi je t'accueille avec grand plaisir. Patrick, je te laisse enchaîner, du coup, poser la même question à un de nos autres invités. Bah oui, Jean-Michel, je pense toi aussi, tu as débuté un peu dans les années 70, non, si je me rappelle bien. Oui, un petit peu après. Alors, bien sûr, je me suis intéressé au sport auto parce que mon papa, quand je travaillais bien à l'école, m'emmenait voir des courses de voitures. Et puis, je me suis intéressé avant de débuter le micro, en fait, j'ai travaillé et j'ai fait partie de l'équipe qui a créé le magazine Slick. Et j'étais notamment représentant, enfin le correspondant de Slick dans la région Rhône-Alpes, Lyon, etc. Et un jour, j'ai fait la connaissance d'un garçon qui s'appelle Jacques Caillot, qui était speaker et qui était lui le correspondant d'échappement. Et puis un jour, eh bien, Jacques Caillot m'a dit, écoute mon garçon, on était à la course de côte de Crémieux, je crois. C'était en 78, écoute mon garçon, mon épouse est en train d'accoucher, je m'en vais. Alors prends ma place. Et c'était en 78, et donc 40 ans après, j'y étais encore. Alors j'ai fait beaucoup de courses de côte au départ avec Jacques, pas mal, même on faisait à peu près tout le championnat, enfin une grande partie du championnat, et du championnat d'Europe, on allait à Ampus, on allait à certaines épreuves. Et puis ensuite, eh bien, j'ai laissé un petit peu tomber la course de côte pour commenter des courses de camions. J'ai participé à la création en 83 des courses de camions. Je les ai lâchées 30 ans plus tard, en 2013. Je suis revenu pour travailler un petit peu avec Bernard, et puis malheureusement, lorsque Bernard, en août 2015, nous a quittés, voilà, j'ai pris la suite et on en est où on en est. Et puis voilà, j'ai décidé l'année dernière de prendre une retraite, de prendre du recul, place aux jeunes, place à la fougue. Je sais pas si tu as fait une bonne affaire, hein. Ça, c'est pas gagné encore. Ça ne viendra pas du jour au lendemain, Pierre. Et surtout si nous, on a fait une bonne affaire de devoir t'écouter. C'est ça. Vous allez peut-être le regretter, je ne sais pas. Non, je rigole. Non, mais tu sais, Pierre, c'est pas quand on met le vin dans le tonneau qu'il est le meilleur. Il faut le laisser vieillir un petit peu. Donc, exactement. Au fil des années, ça va s'arranger. Ça va venir. Écoute, je ne demande qu'à démarrer. Hein. Je ne demande qu'à démarrer. Bon. Jean-Michel, je te laisse enchaîner du coup pour poser la même question à Cédric. Bien sûr, on va se diriger du côté de nos amis suisses. Cédric, toi, tes débuts? Oui, alors moi, mes débuts, vraiment par hasard. Alors toi, c'était une histoire de maternité et moi, c'était une histoire que le speaker n'est jamais venu dans une petite manifestation à côté de chez moi. J'étais là et puis on m'a dit, écoute, là, il y a un micro, on va te donner des temps, tu vas dire des temps, tu verras, c'est très facile. Je me suis dit, ouais, une fois, d'accord, pourquoi pas, on essaye une fois. Et puis, voilà, c'était en 1986, j'ai laissé tomber. Et je faisais le championnat suisse des rallyes à l'époque. En 1991, gros accident, démoli la voiture, etc. Et ce même slalom, ils m'ont demandé, écoute, si tu veux venir nous donner un coup de main comme speaker. Puis là aussi, c'était juste une fois. Et puis ça fait depuis 1991, c'est plus de 30 ans que je suis au micro dans différentes manifs en Suisse et puis un petit peu partout en Europe. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager aussi sur l'Italie avec l'autocross, etc. C'est vrai que c'était fort sympathique. Et puis voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est vraiment sympa. C'est notre manière de voir la course automobile et de voir énormément de monde, énormément de paysages, énormément de pays et des gens super comme vous trois. Oh, c'est gentil. Ah oui, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir.
Et toi, Pierre, alors, tu es devenu speaker il y a peu, course automobile. Hein. J'ai aussi vu que tu étais speaker dans d'autres manifestations pour d'autres choses. Speaker automobile, c'est un petit peu compromis, c'est par rapport à ce Covid. Mais tu es devenu speaker comment? Alors, moi, c'est très particulier parce qu'à la base, j'avais pas du tout fait quoi que ce soit pour ça. Alors, j'ai pas la chance d'avoir la carrière, une aussi longue carrière que vous, messieurs, hein, mais ça démarre, donc il faut bien évidemment l'alimenter. Non, en fait, moi, ça s'est fait avec l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelle Eric Hirschi, qui est le speaker du Montpellier Handball, en fait, parce que je vis du côté de Montpellier. C'est lui qui m'a fait démarrer, hein, tout simplement. Alors moi, quand j'étais gamin, j'adorais, j'ai toujours été passionné en fait par les journalistes en sport auto, les commentateurs. C'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et puis voilà, le temps est passé, la vie professionnelle s'est installée. Moi, j'ai jamais fait quoi que ce soit dans mes études ou autre pour faire ça. Mais voilà, j'ai rencontré Eric et Eric, il avait besoin d'un speaker sur Montpellier pour le suppléer sur différentes manifestations. Alors, j'ai commencé sur des parkings de magasins, ce genre de trucs. C'était pas la folie, hein, c'était pas encore ça, mais il fallait démarrer. Et puis un jour, il m'a demandé de le remplacer en fait sur un match de Ligue des Champions de handball à l'Arena à Montpellier. Donc là, on passe quand même à un certain autre niveau. Et donc, c'est comme ça que ça s'est vraiment accéléré. Et puis après, bon, quand même, j'ai la chance d'être un peu né dans le sport automobile. Donc, forcément, les connexions se sont rapidement faites. Et puis, un jour, voilà, Jean-Michel a décidé de stopper. Et puis voilà, on m'a proposé de prendre la suite sur le championnat de France de la montagne. Je suis impatient de démarrer. J'ai eu la chance entre ce moment-là de faire un petit peu de Formule 1, de faire voilà, différentes manifestations aussi en sport auto. Donc voilà, j'arrive sur le championnat de France de la montagne très motivé, prêt à en découdre, en espérant que ça démarre le plus vite possible. Hein. Vivement le mois d'août. Voilà. Hein. Mais Pierre, est-ce que je ne me souviens pas que quand tu étais plus jeune, il y a une dizaine d'années, tu faisais quand même à une ou deux épreuves des interviews que tu enregistrais et que tu passais au speaker? Alors, il y a eu, mais tu as une bonne mémoire parce que peut-être que tu te rappelles, j'avais un site internet il y a une dizaine d'années où je couvrais un peu l'actualité de la course de côte. Ça se faisait pas beaucoup à l'époque. Hein. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Il y avait déjà Chevalier Compétition. Hein. On salue les amis du forum. On en est des utilisateurs aguerris. Et effectivement, j'avais un site internet. Je faisais des interviews, des articles, des reportages, des résumés d'épreuves. Je couvrais même les lives parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout le monde qui avait trouvé l'astuce de Patrick Soft et je couvrais les lives de Patrick Soft sur mon site. Ça me prenait un temps fou. Et après, effectivement, je faisais, tu as raison, quelques interviews qu'on passait au speaker, à Bagnoles en l'occurrence, pour les diffuser. Parfois, on les partageait même sur les pages Facebook des organisateurs. Donc, tu as très bonne mémoire, mon cher Patrick. Tu as très bonne mémoire. Bon, deuxième question, on va continuer. Je vais te garder un petit peu à mes côtés, Patrick, parce que c'est vers toi que je vais me tourner. Donne-nous le nom du pilote qui t'a le plus fait rêver. Alors, pas forcément en course de côte, hein, d'ailleurs, pilote en sport automobile, toutes catégories confondues, qui t'a fait le plus rêver et pourquoi, bien sûr. Ouais, mais je dois dire que moi, c'était surtout les courses de côte. J'aime bien le rallye, j'aime bien les courses de circuit et tout, mais j'ai grandi dans les courses de côte et c'est mon monde, les courses de côte. Et bon, pour en citer un, c'est difficile, il y en a eu tellement en 40 ans. Au début, c'était Christian De Bias qui, pendant surtout 20 ans, entre 80 et 2000, a remporté une cinquantaine d'épreuves au Luxembourg. Et ça, c'était le gars que moi, je commentais à chaque fois qu'il gagnait. Ensuite, il y a eu la famille Hauser avec Christian Hauser et ensuite David et puis Gary qui roule que en circuit. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est clair aussi en tant que copain, c'était évidemment Lionel Régal. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il nous a tous... Et il nous a tous marqué, ça c'est certain, c'est certain. Je te laisse enchaîner, Patrick. Oui, Jean-Michel, la même question. Est-ce que dans toutes ces années, il y a eu un pilote qui t'a spécialement marqué? Alors, moi, je vais avoir la même réponse que toi, Patrick. Il y a eu des pilotes parce que, bon, moi aussi, je vais me limiter à la course de côte, bien que vous allez savoir pourquoi. Outre les champions modernes, je dirais Lionel, Sébastien, Nicolas, bien sûr, et Geoffrey, pourquoi pas, puisqu'il est lui aussi au début de
ses titres, j'ose l'espérer. Le garçon qui m'a vraiment marqué en course de côte, moi, c'est Michel Pignard. Michel Pignard, parce que c'est un garçon qu'on a vu aussi bien en berline, hein, en Ford RS 500, en BMW. Il a piloté des protos, il a piloté des monoplaces, et en plus, Michel, il a aussi fait des rallyes, et il a quand même participé une dizaine de fois aux 24 heures du Mans. Donc c'est vraiment un pilote qui, moi, m'a marqué parce qu'il était vraiment éclectique, il était spectaculaire, et il était éclectique, il avait un éventail de possibilités assez énorme. Alors, est-ce que c'est encore possible maintenant? Oui, puisque Nico nous fait du circuit, mais vraiment, il a couru avec beaucoup de voitures. Michel Pignard, c'est ce qui m'a impressionné, ce qui m'a fait rêver longtemps. Et toi, Cédric? Alors pour moi, c'est vrai que beaucoup de pilotes aussi, beaucoup de pilotes m'ont fait rêver. On parlait de Lio, ben ça c'est clair. Mais j'ai un autre pilote pour moi, c'est un pilote suisse qui m'a fait rêver. Et c'est aussi pour moi une petite façon de lui rendre un hommage parce que nul n'est prophète dans son pays. Et puis il est parti le 14 février de cette année, vraiment inconnu du public helvétique. Et c'est dommage, ce pilote, c'est Jean-Claude Bering. On l'appelait le Long dans l'équipe. C'était un pilote qui habitait à quelques 50 km de chez moi. C'était un pilote qui était dans la même écurie que moi quand je courais. Et puis Jean-Claude Bering, eh ben, c'était quand même un double champion d'Europe de la montagne dans la catégorie des voitures de tourisme en 75, 75 pardon, et 76, sur une Porsche RS 3 litres. C'était une groupe 3. Et pour l'anecdote, cette Porsche, il l'avait rachetée en Autriche, à Vienne, à Hubert von Karajan, le fameux chef d'orchestre. Il avait acheté sa Porsche et il avait remporté les 2 titres les 2 années suivantes. Après, c'est aussi un pilote qu'on a retrouvé dans le championnat suisse des circuits. Il roulait sur une Triumph Dolomite. On parlait avant de ces anciens pilotes qui touchaient à tout. Lui, il a même encore touché dans sa carrière aussi au rallye. Et c'est vrai que c'était un pilote, Jean-Claude Bering, qui a roulé avec des superbes voitures à l'époque des Audi Quattro, des R5 Turbo, en rallye avec des 911 S. Et puis, depuis 1960 jusqu'à 1980 à peu près, ce pilote a touché à tout et il a fait aussi, il a gagné énormément de courses. Il a également participé aux 24 heures du Mans en 1975. Il avait fini 19e. Quand il a pris sa retraite après le trophée des Renault 5 Turbo. Et c'est vrai que pour lui, pour moi, c'est un très, très grand monsieur. Non pas seulement par sa taille, mais c'est un très grand monsieur parce qu'il prenait toujours des jeunes sous son aile. On arrivait au rangier, il disait, voilà, sous le viaduc, tu dois passer à fond, il faut prendre cette ligne. Et il venait toujours avec nous. On faisait des reconnaissances avec lui. On a passé des heures avec lui à reconnaître les rangiers ou d'autres parcours. Et lui prenait le temps. Il était double champion d'Europe. Il avait les jeunes de son écurie. Il prenait le temps de nous montrer, de nous donner les ficelles de ce métier. Et pour ça, c'est pour moi mon pilote. Voilà. C'est vraiment la personne avec qui j'ai eu les meilleurs souvenirs au niveau des pilotes et qui me fait toujours rêver. Ok, pas forcément le plus connu, du coup. Pas forcément le plus connu. On a Ouais. eu quelques très très bons pilotes en Suisse, hein. Claude Jeanneret aussi, Gérard Gürtner. C'était des pilotes qui ont gagné qui ont gagné le championnat d'Europe. Et c'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas cette culture des pilotes. Ça passe souvent à l'oubli. Et c'est bien dommage. Je vois. Pierre, et pour toi, Alors, le pilote qui te fait le plus rêver? bah écoute, moi, bon, il y en a plusieurs, c'est un petit peu comme vous, hein, messieurs. Déjà pour la course de côte, bon, c'est sûr que moi, quand j'étais gamin, il y a un pilote que j'ai la chance de toujours avoir côtoyé. C'est un petit peu comme toi, Patrick, c'est Christian de Bias. Qui est un ami de la famille que je salue d'ailleurs, hein, au passage. Il va bientôt venir, hein, dans une de mes émissions. Je vais le travailler au corps. Vous allez voir, un de ces quatre, il va venir. Non mais quand j'étais gamin, c'est vrai que voilà, j'étais assez proche de Christian, donc forcément, voilà, il était sur la fin de sa période F2, etc., etc. Et bon, bah voilà, c'est un grand nom. Après, pour parler de course de côte, bien évidemment, il y a un autre pilote qui m'a marqué. On pense beaucoup à lui, pardon, c'est Lionel. Moi, voilà, quand j'étais gamin, c'est pareil. J'ai grandi un petit peu avec les titres de Lionel. J'étais souvent dans ses pattes. Et forcément, voilà, quand il nous a quittés, c'était tragique, quoi. Donc voilà, on pense toujours à lui. Après, moi, j'ai quand même un pilote hors course de côte qui est mon idole. C'est vraiment lui qui m'a, comment dirais-je, enfin,
qui m'a donné cette passion du sport automobile, c'est Michael Schumacher. C'est quand même c'est mon idole ultime, on va dire. Moi, j'ai des souvenirs de gamin devant la télé, de voir Schumacher, que ce soit chez Ferrari ou autre. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment mon idole, quoi. C'est vraiment le mec qui m'a fait le plus rêver. Je suis un peu triste parce que bon, je pense que je le verrai jamais rouler, malheureusement, vu la situation. Mais clairement, voilà, c'est ce mec-là qui m'a donné, je dirais, le plus envie d'être dans le sport automobile. C'est ce mec-là qui m'a fait le plus rêver, quoi. Clairement, clairement, clairement. Donc voilà, un peu moins original que vous, messieurs, pour le coup, un peu moins original. Patrick, on imagine qu'il n'y a pas que le sport automobile qui t'intéresse comme sport. Dis-nous tout, il y a d'autres choses qui te branchent, que tu suis? Oui, tout d'abord, je voudrais citer pour les initiés le lancer d'espadrilles. Certains sauront pourquoi je dis ça. Et ensuite, comme mon petit-neveu, il fait du cyclisme, il fait surtout des courses de VTT et de cyclocross à partir de l'hiver prochain. C'est surtout ça que je suis beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, comme l'hiver prochain, ce sera sa première saison de cyclocross, je vais pouvoir aller tous les week-ends à un cyclocross et ça me changera bien de la trêve actuelle. Et tu vas commenter alors ou pas? Non, je vais voir et je vais l'encourager, je vais crier, mais je ne commente pas. Tu vas pas de changement de discipline prévu? Un jour, ça viendra, mais… Allez, écoute, on sait jamais. On sait jamais. Bon. Jean-Michel, pour toi, un autre sport qui te passionne, à part le sport auto? Alors, oui, il y en a. Je suis surtout sportif devant la télé. Alors, il y a un sport qui m'intéresse beaucoup et que je suis bien sûr parce que je suis auvergnat, parce que j'habite Clermont-Ferrand, enfin pas très loin, c'est le rugby. Le rugby, d'ailleurs, je ne manque pas de brancher Philippe Ballester ou Bruno Valette quand on parle de Montpellier, de la SM. Ça, c'est une chose. Je ne suis pas concerné, moi je ne suis pas très rugby, il ne faut pas… Non, mais c'est vrai que même lorsque je suis sur une course et qu'il y a un match, si je peux le suivre… Il y a un autre sport vraiment qui m'a fait craquer, que j'aurais bien voulu connaître de plus près, et il n'est pas dit que j'y aille pas en tant que spectateur, je ne serai pas acteur, c'est la moto. Parce que quand on voit certaines courses de moto, moto 1, moto 2, ou sur les GP, à la télé notamment, il y a un spectacle qui est tellement fabuleux, une attaque qui est tellement fabuleuse, que je trouve que ça met un sacré coup à la Formule 1, quoi. Et la moto, moi, ça me passionne et j'aurais bien aimé être dans le monde de la moto. Voilà, ça, c'est un autre sport. Cédric. Oui, alors pour moi, c'est un petit peu comme toi aussi, plutôt spécialiste de la télécommande. C'est vrai qu'on est bien sur le canapé à regarder les autres courir et suer. Par contre, je suis aussi un très, très grand amateur de hockey sur glace. En Suisse, on a la culture du hockey sur glace. En plus, j'ai la chance d'habiter une région où c'est qu'on a une superbe, belle équipe de hockey sur glace qui a gagné la Swiss League cette année. D'ailleurs, c'est le seul club qui est titré parce qu'après, il y a eu le coronavirus et tous les championnats ont été annulés. C'est le HC Ajoie, donc je suis vraiment le hockey sur glace, la Swiss League, si on veut bien la deuxième division nationale, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est ça, j'en ai fait pendant des années, et maintenant, effectivement, c'est plus que la télé, c'est pas mal. Pierre, pour toi? Bon, alors moi, c'est un peu mixte. Je pratique, mais je pratique aussi la télécommande. J'avoue, parfois, il y a beaucoup de sports que je suis à la télé. J'aime beaucoup suivre en fait l'actu du sport. Tout m'intéresse pas. Alors, je pratique un petit peu quand je le peux en course à pied, pardon, ou en trail. Après, non, mais voilà, c'est un petit peu comme tu disais, Jean-Michel. Moi, le sport le plus proche, je dirais, du sport auto que je suis, c'est vraiment la moto, le MotoGP. J'adore ça. J'essaie de suivre tout ce qui se passe. D'ailleurs, je devais aller au Grand Prix des Pays-Bas en fin du mois de juin. Donc, bon, malheureusement, je n'irai pas. J'en suis triste. Mais ouais, c'est un sport de fou, quoi. Ils sont marteaux, les mecs, en MotoGP. Ah oui, non, mais voilà, il y a une effervescence autour de tout ça. C'est assez dingue. Moi, ça me fascine. Bon, après, c'est pas très éloigné du sport automobile, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Jean-Michel. C'est-à-dire que
tu regardes un Grand Prix de Formule 1 et un Grand Prix de moto, bon, parfois, effectivement, le spectacle il est plus sur deux que sur quatre roues, en espérant que les nouvelles réglementations de la Formule 1 à venir, elles permettent un peu plus de spectacle. Et après, non, alors sans originalité, ça sera le football pour ma part, que je suis pas mal, donc aussi bien en club qu'en équipe nationale, mais voilà, c'est vrai que je suis pas mal ce qui se passe en football. Voilà pour moi. Alors, on va enchaîner avec la quatrième question. Et comme on est tous speakers, on a tous vécu à un moment donné une situation, on va appeler ça un grand moment de solitude. Hein. On l'a tous vécu, j'en suis certain. Patrick, je voudrais commencer avec toi. Explique-nous, raconte-nous. Oui, je crois que c'est un peu notre métier, si on peut appeler ça notre métier, surtout en course de côte. On est souvent, je ne veux pas dire mal placé, mais placé à des endroits où on a pendant toute une journée aucun contact avec les pilotes, où on n'a souvent aucune info. Entre-temps, maintenant, avec les textos, on peut parfois toucher à droite, à gauche la petite info qui manque, mais on est souvent mal informé et donc on se retrouve devant notre micro. Et c'est surtout le cas lorsqu'il y a évidemment une interruption de course où d'un côté on attend une nouvelle rassurante, que ce ne soit pas un accident grave ou quelque chose, mais surtout où on a souvent, pendant des minutes, aucune info. Donc, on doit improviser, on doit un peu boucher le trou et en même temps, on ne peut rien dire parce qu'on ne sait rien. Et c'est ça un peu la grande difficulté, surtout en course de côte par rapport, par exemple, au circuit. Tu as des caméras partout sur le circuit, tu as des moniteurs, tu vois un peu tout. Par contre, en course de côte, c'est très spécial. Et bon, moi, par exemple, j'ai vécu en 2013 la sortie de route de Marcel Steiner au Rangier, où pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, on attendait les nouvelles. Et Marcel, c'est un très bon copain. En plus, 3 ans après l'accident de Lionel, tu as horriblement peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Et là, c'est vraiment le moment de solitude. Et puis, un autre moment de solitude qu'on a souvent, c'est lorsque la course va se décider, les champions s'élancent et tout, et puis tout d'un coup, l'écran qui fout le camp, tu n'as plus de chrono, tu n'as plus rien, tu n'as plus d'infos. Ça, c'est le pire des moments de solitude que tu peux vivre en course de côte. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Tout le monde est pendu à tes paroles, mais bon, ouais. Quand tu n'as pas l'info, c'est sûr, on comprend. Et bon, Jean-Michel, pour toi, pareil, les mêmes difficultés. Alors moi, si tu veux, oui, les moments de solitude, bon, j'ai eu les mêmes que vous. Malheureusement, j'espère que Pierre n'en aura pas trop souvent. C'est quand il y a un pépin. Hein, quand il y a un pépin, il faut savoir se taire de temps en temps. Donc ça, je vais enlever ce côté-là parce que malheureusement, c'est une solitude qu'on aimerait partager, mais on se sent seul. Moi, mon grand moment de solitude, et ça me fait rire parce qu'à posteriori comme ça, c'était en 2013. Je commentais donc le championnat de France, le championnat d'Europe des courses de camions. Et j'étais à Manicourt. Et puis, il y avait un partenaire qui s'appelle Palfinger, c'est un fabricant de grues. Puis en rigolant comme ça, le samedi, on buvait un verre et je lui dis, tiens, ce qui serait génial pour un speaker, ça serait d'être perché au bout d'une grue et puis de pouvoir commenter la course. Le lendemain, le gars vient me voir et me dit, bon, tu vois la nacelle qui monte à 30 mètres là, monte dedans, ton micro à chef, et ils m'ont mis pour le départ et pour une partie de la course à 30 mètres au-dessus de la piste. Dans la nacelle, ben, j'étais pas fier. Et là, c'est eu un grand moment de solitude. T'as le vertige, Jean-Michel, ou pas? Oui, j'avais le vertige. Ah ouais, bah bien. Non, mais oui, mais si tu veux, j'avais lancé un défi et ils m'ont pris au mot. Et j'ai une photo, j'essaierai de te la faire passer, Pierre, mais ça a été Je crois l'avoir déjà vu, je crois que tu l'as déjà mis sur Facebook, il me semble. Ouais. On voit cette longue grue, là, et puis, vous savez, ça plie en plus au bout du truc à la hauteur d'un immeuble. On se dit, oh là là là. Par contre, c'est une position extraordinaire. Alors voilà, un moment de solitude. Mon moment de solitude, c'est un peu ça. Bah surtout qu'à Manicourt, tu dois bien voir, je pense. À 30 mètres de haut, c'est pas trop vallonné. Tu dois. Non, mais là, c'était dans la ligne droite des stands. Hein, donc, Et toi, Cédric, as-tu eu des moments de solitude? Oui, comme tout le monde. Hein. Je crois que le plus grand moment de solitude que j'ai eu, je l'ai partagé avec Patrick. C'était une course des Rangiers en 2018 où on a été sur la brèche depuis 6 heures le matin et à 19 heures, on était toujours en train d'annoncer des temps, tellement il y avait eu d'interruptions, etc. Et le soir, en soupant, on s'est dit, bah, c'est pas grave, voilà, on a fait nos 12 heures, 13 heures, là, demain, ça veut mieux aller. Et le lendemain, c'était pire. Donc, on a fait les
24 heures d'Érangier comme speaker avec Patrick. Et à un moment, c'était aussi un grand moment de solitude parce qu'on ne savait même plus quoi annoncer ou quoi dire. Et je crois qu'on s'était bien débrouillé parce que personne ne s'est rendu compte qu'on ne savait plus quoi dire. On avait aussi un compère là qui nous avait bien amusé sur certains trucs. Et c'était, voilà, ça, c'était mon grand moment de solitude. Parce que le dimanche soir, quand on a été souper, on n'avait plus de voix, autant Patrick que moi. Voilà, il n'y a plus rien qui sortait, puis il fallait encore faire la remise des prix derrière. Et je me rappelle, on va dire, emprunté les petits pots de miel du petit-déj de l'hôtel où on soupait pour éclaircir la voix. Et c'est comme ça. Ça, c'était mon grand moment de solitude. Pas mal. Voilà. Pas mal. Et toi, Pierre, ton moment de Alors, solitude? toujours pareil, hein, j'ai moins d'expérience que vous, mais bon, je passe les soucis techniques et tout qu'on a tous connus, je pense, quand tu te retrouves. Alors moi, ça m'est déjà arrivé en handball, notamment, tu es en plein milieu du terrain, tu sais, tu lances l'entrée des joueurs et la musique, elle part pas, ou des trucs comme ça, ou le micro, il coupe. Enfin bon, ça arrive, c'est connu. Non, j'ai une anecdote que je voulais vous raconter. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en début d'année, c'était au mois de janvier 2020. Je commentais en fait la remise des prix de la Ligue Occitanie-Méditerranée 2019. On était à la Grande Motte au Pasino et donc je prépare la journée, je prépare la soirée avec Samuel Tessier, hein, que tout le monde connaît. Donc Samuel me dit bon alors là on fait comme ça, tu commences, au début c'est moi qui viens, l'interview machin, je serai là, je t'attendrai à telle heure et tout, donc le truc ultra carré, donc moi je me dis ok la pression et tout, je fais ça bien, donc j'arrive sur scène, on démarre 20h30 et tout, mesdames et messieurs bonsoir, on commence à présenter le truc et là sans plus tarder je vous propose de démarrer cette cérémonie, on accueille Samuel Tessier et là le mec il est pas là. Et t'as 400 mecs qui sont dans la salle, tout le monde est là, tout le monde attend, et le gars il est pas là. Et en fait, le gars il est arrivé un quart d'heure après, donc il m'a planté le démarrage. Je salue Samuel, bien évidemment. C'était pas drôle sur le coup, mais c'était marrant après coup, bien évidemment. Et puis je touche du bois, hein, ça c'est un truc aussi, je le dis, mais je touche du bois effectivement pour ne jamais connaître ce que vous avez tous les trois déjà connu, de devoir voilà, vivre une situation pareille avec un gros accident. Je touche vraiment du bois, j'espère que ça n'arrivera pas, hein, du moins le moins possible, ça c'est clair. Cinquième question, Patrick, que je te pose. Alors, bon, je pense qu'on a tous vécu des courses fabuleuses, des super événements. Si tu devais en fait te remémorer un événement, une course, vraiment un grand moment de kiff ultime en tant que speaker, Patrick, ça serait quoi pour toi? Bah, d'abord, je dois dire, pour moi, toutes les courses où il y a de la dispute, où il y a du suspense, pour moi, c'est des kiffs. Parce que justement, notre rôle, surtout en course-côte, plus qu'en circuit, parce qu'en circuit, les gens voient tel ou tel est en tête. Par contre, chez nous, en course-côte, comme c'est le chrono qui décide, c'est toutes les courses où il y a vraiment du suspense qui me donne un kiff à transmettre au public. Bon, une course qui m'a fait kiffer tout spécialement, c'était ma toute première, parce que j'avais un track monstre et finalement, tout s'est bien passé. Et en plus, cette course-là, c'était hyper bien disputé avec beaucoup de pilotes qui jouaient la victoire jusqu'à la fin. Et finalement, c'était Hervé Bayard qui avait remporté la course. Et d'ailleurs, en même temps, à l'époque, il y avait une course en parallèle de motos. Il y avait d'abord les motos qui montaient et puis les voitures. Et en moto, je me rappelle à l'époque, je ne sais plus comment le gars s'appelait. Après la première montée de course, il avait 5 secondes de retard. Et moi, j'ai dit, on va voir s'il réussit à boucher les 5 secondes. Et tout le monde est venu me voir, mais t'es fou, 5 secondes, il ne réussira jamais. Et finalement, le gars, il a gagné. Et donc, c'était ça le kiff déjà dès le début. Et puis, pour moi, ce qui était un grand kiff niveau manifestation, c'était les deux Via Maser que j'ai su commenter d'un côté chez nous à Esdorf et d'un autre côté à Gubbio en Italie, même si là les conditions techniques étaient catastrophiques pendant la course, mais c'était quand même un événement super à pouvoir le commenter et surtout la parade des pilotes, la présentation des pilotes et des nations le samedi soir sur une grande place à Gubbio, ça c'était un événement qui m'a fait kiffer, que j'ai trouvé super. C'était toi le représentant de notre équipe alors? De l'équipe des speakers. C'était toi le représentant de l'équipe des speakers. Oui. Oui. Super. On enchaîne? Jean-Michel, pour toi, le kiff absolu que tu as vécu en plus de 40 ans de micro? Ouais, je mettrais un S à kiff parce que je ne peux pas sortir une seule chose. J'en ai 2 ou 3 quand même. J'en ai eu un qui est assez extraordinaire parce que j'ai eu le plaisir avec Jacques Caillot
en 89 de commenter le Grand Prix de Formule 1 historique à Charade avec Stirling Moss, Jean-Manuel Fangio, Jackie Stewart, enfin bon, tous ces grands champions, ça c'est une chose. Puis il y avait des mécaniques tellement merveilleuses. Deuxième kiff, je dirais, c'est ce qui se passe, ce qui s'est passé du côté du Mont d'Or, parce que j'ai eu le plaisir d'une trentaine d'années d'être à la Carrière au Mont d'Or, et j'ai vu des moments fabuleux. Je vous parlais tout à l'heure de Michel Pignard, des passages extraordinaires. Ça, c'est un grand kiff. D'ailleurs, j'en profite, ça n'a rien à voir avec le kiff, mais c'est important pour tous les quatre là. Et pour les organisateurs, il faut savoir quand même qu'un speaker qui voit la course, qui est placé sur une course à un endroit stratégique, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Hein. Quand on est à la Pommeraye, quand on est à Saint-Guéno ou à Tersterval, à Nîmes ou au Mont d'Or, c'est quand même autre chose que d'être dans une cabane au départ, à voir les pots d'échappement des voitures. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, mais je crois que c'est important que les gens le sachent. Alors, je précise, je fais une parenthèse. Moi, personnellement, message à tous les organisateurs, je ne commente que depuis un hélicoptère. Voilà. non, mais tu verras, Pierre, c'est quand même autre chose. Quoi. Ouais, bien sûr. Parce que si tu as des émotions, c'est beaucoup plus facile. Il y a l'émotion de l'écran et des chronos, mais il y a aussi l'émotion de voir ce qui se passe. Quoi. Et puis, le dernier grand kiff que j'ai eu, c'est pas très vieux, c'est en 2017, en septembre, lorsque Geoffrey Schatz, la nuit tombée, nous a fait un record d'anthologie à Turckheim. Il faisait nuit, quoi. Quand on pense que Turckheim, ça passe dans les arbres, ça passe dans les sapins, fou le gars. Voilà, ça c'était vraiment un grand moment. D'ailleurs, je me souviens, là aussi, j'avais perdu la voix, c'est rare pourtant, mais c'était génial. Voilà, il y en a eu des kiffs. Puis j'espère que tu en auras beaucoup, Pierre, et que vous aurez Cédric et comme notre ami, ça y est, Patrick, vous en aurez plein tout au long du reste de votre carrière. Bah, en tout cas, j'espère. Du coup, on en profite. Hein. Jean-Michel, on salue l'ami Rémi Sudre, hein, qui nous avait posé une question qui était de savoir quel était ton meilleur kiff au Mont d'Or, en l'occurrence. Il y en a plein. Peut-être une année que tu voudrais nous citer, une anecdote au Mont d'Or, peut-être. Non, le Mont d'Or, c'est toujours été bon. Il y a eu des grands moments de solitude, hein, quand on ne voyait pas les voitures passer, qu'il y avait du brouillard. Ou quand la personne qui était à la Carrière t'appelait sur le portable en disant qui est-ce qui vient de partir parce que je ne l'ai pas vu passer. Là, c'est moins évident. Cédric, les grands moments de plaisir. Alors, pour moi, le plus grand moment de plaisir, alors il y en a aussi énormément, mais j'en ai retenu deux. J'en ai retenu un, c'était un mémorial de véhicules anciens dans la région d'où je viens, mémorial de circuit de Porrentruy-Courtedoux, où j'ai eu le bonheur d'être speaker à l'intérieur d'une vieille Bugatti. On avait fait un truc un petit peu particulier. On avait réussi à ce qu'on puisse commenter ces 5 tours de ce circuit de Courtedoux-Porrentruy. Et j'étais à l'intérieur de cette vieille Bugatti. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument génial. D'un point de vue speaker, ça valait pas une cacahuète, ça c'est clair, parce que c'était un peu brouillon. Mais pour moi, c'était vraiment un énorme kiff. Et le deuxième énorme kiff, c'est la première fois qu'on m'a dit Orangier, voilà, écoute, on compte sur toi. Et que je me suis lancé Orangier. C'est vrai que là, c'était quand même aussi quelque chose avec des grands qui ne sont plus avec nous. Et pour moi, c'est quand même aussi ça, c'était mon plus grand kiff. Et Pierre, ton plus grand kiff en tant que speaker? Alors, moi, j'en ai retenu deux, effectivement. Le premier, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était l'année dernière, mais j'ai eu le privilège d'être le speaker du Critérium des Cévennes, donc en rallye, avec l'ami Philippe Soin. Alors, je ne vous cache pas qu'au début, j'étais, là je vais le dire, hein, c'est la première fois que je le dis, mais j'étais plus que terrorisé parce que j'avais jamais couvert finalement à ce statut-là un tel événement. J'avais jamais été dans les speakers officiels d'une épreuve aussi importante. Et comme je suis pas expert de rallye, hein, je suis ce qui se passe en rallye, j'aime beaucoup ça, mais je suis pas autant expert en rallye qu'en course de côte. Et j'avais cette appréhension, je dirais, de pas te dire des conneries, de me louper complètement. Et puis voilà, c'était avec un gars comme Philippe Soin, qui est juste une référence que voilà, j'avais le plaisir d'avoir déjà entendu, vu, etc., mais que je ne connaissais pas personnellement. Et en fait, ça s'est juste super bien passé. Philippe, c'est un mec au top, que je salue d'ailleurs au passage s'il nous regarde. C'est vraiment un super gars, et puis ça s'est super bien passé, quoi. Hein. C'était vraiment
vraiment fabuleux. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, du coup, je serai sur Critérium des Cévennes cette année aussi. Donc voilà, c'était un grand moment. Et puis après, le vrai grand moment, franchement, en toute honnêteté, j'ai eu la chance de commenter sur le Grand Prix de Belgique de F1, donc l'année dernière à Spa, en 2019. Alors, c'était un week-end un peu ouf, hein, quand même. C'était complètement dingue. Même si, alors, que vous compreniez bien, j'étais pas speaker officiel du Grand Prix. Hein, j'étais speaker pardon, sur la fan zone. Mais déjà, voilà, moi, Spa-Francorchamps, j'avais jamais vu de ma vie. J'arrive à Spa, le Raidillon, le machin, le truc. Je rencontre Vettel et tout. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, pour un fan de Formule 1 comme moi. 250 000 personnes, enfin, c'est un truc de malade. Hein. Si vous êtes jamais allé à Spa, il faut absolument y aller. Et puis, c'est le week-end où Antoine Hubert est décédé. Et en fait, j'étais avec lui 2 heures avant, quoi. Hein. Moi, je commentais en fait sur un stand de e-sport sur la fan zone. Antoine est venu jouer donc, dans le cadre d'une opération promotionnelle. Il était là, pris une photo avec lui. On a discuté 5 minutes, un super gars. Et puis, 2 heures après, il n'est plus là, quoi. Un truc de fou. Et quand vous rentrez, en fait, moi, je suis rentré de ce week-end-là, c'était vraiment mixed feelings, hein, comme on dit en Angleterre. D'un côté, j'étais ravi d'avoir fait d'avoir couvert un tel événement, et de l'autre côté, voilà, on pensait à Antoine et tout, c'était très particulier, mais bon, avec du recul, voilà, c'est un vrai grand week-end quoi, que j'ai vécu l'année dernière, ça c'est clair. Patrick, dernière question. Hein, on arrive déjà sur la fin de cet échange croisé, fort agréable. S'il y avait une course, un événement que tu pouvais commenter, alors que ce soit en sport auto ou pas, d'ailleurs, c'est toujours pareil, ça serait quoi pour toi, Patrick? Honnêtement, je resterai dans les courses de côte et je resterai dans les Avia Masters. J'aimerais bien de nouveau l'année prochaine à Braga, en Portugal, pouvoir être speaker ou co-speaker, parce qu'évidemment, il faut un speaker portugais, parce que moi, je parle très mal le portugais, pour ne pas dire pas du tout. Mais donc, pouvoir faire ça. Et d'un autre côté, j'aurais bien aimé, comme c'est ma 40e année, cette année-ci, pouvoir faire un micro, mais malheureusement, là, c'est assez mal barré. Jean-Michel, toi? Beau programme. Moi, je te fais beaucoup de courses, tu ne comptes plus en faire trop, mais peut-être il en reste une que je vais faire. Oui, alors ce n'est pas des regrets, s'il y en a qui sont impossibles de toute façon. Il y a 3 courses que j'aurais aimé commenter, si on peut toujours rêver, Pikes Peak, parce que c'est le monument. Bon, est-ce qu'il y a un speaker à Pikes Peak d'ailleurs? Très bonne question. Je ne pense pas, parce que je vois mal Philippe Pagné mettre des haut-parleurs sur toute la… T'imagines la liaison là jusqu'en haut? Il va y avoir une animation au départ quand même. Bon, ouais. Ensuite, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir commenté le Ventoux, parce que pour moi, c'était une des grandes courses de côte. Le Ventoux, c'était quand même un monument. Et puis là, je rejoins Patrick, c'est drôle d'ailleurs. J'aurais bien aimé un jour être la voix française des Masters. Voilà, ça aurait été sympa. C'est bizarre d'ailleurs que les organisateurs n'y aient pas trop pensé à ça. Bon, je ne parle pas à Eichdorff, puisque toi, tu parles français, il n'y a pas de souci. Mais ça serait sympa aussi qu'il y ait des speakers un petit peu de tous les pays représentés, quoi. Hein, parce que, un speaker italien ou un speaker portugais pendant tout le week-end pour les Français, les Allemands ou les pays de l'Est, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est un truc que j'aurais bien aimé faire, c'était un jour être la voix française des Masters. Bon. Jean-Michel, j'ai une petite explication à donner. Moi, j'ai un grand avantage. Je parle anglais, français, allemand. Et effectivement, ce qu'on a dit, ce que la FIA m'a dit aussi à moi, on ne veut pas de speaker français pendant tout le week-end, mais il faut un mélange des langues. Oui. Un mélange de spectateurs. Et… Voilà, mais c'est ce qu'on aurait souhaité après. C'est un souhait, si tu veux. C'est un souhait, c'est pas bon. C'est pas un regret. Ce qui pour moi serait un rêve, c'est d'avoir une course de master en France avec toi, avec Pierre, avec éventuellement Cédric comme speaker, et donc que les masters se disputent un jour en France. Voilà, oui. Ok, bah écoutez, voilà, Cédric, toi, qu'est-ce que tu aurais aimé ou qu'est-ce qui est dans ta tête? Alors, qu'est-ce qui est dans ma tête? Ce que j'aurais aimé, surtout, alors on va dire un petit rêve. Les masters, ouais, ça me tente quand même. C'est quand même un truc aussi fort sympathique, comme tu as dit avant. Mais par contre, alors moi, je vais peut-être vous étonner. Moi, j'aimerais bien pouvoir être speaker un jour du championnat du monde des tracassés.
Alors, Il va falloir que tu nous expliques un petit peu là. voilà, le championnat du monde des tracassés, c'est la Formule 1 helvétique. En Suisse, on n'a plus le droit de faire de courses de circuit depuis le tragique accident du Mans dans les années 50. Et par rapport à ça, eh ben, des passionnés de moteurs à l'époque avaient fait ce qu'ils ont appelé la première manche en 1950 des championnats du monde de tracassés. Qu'est-ce que c'est un tracassé? Un tracassé, c'est un petit véhicule à 3 roues qu'on utilise en Suisse dans les vignes, principalement dans le Lavaux vaudois, ces belles vignes au-dessus de Montreux, au patrimoine mondial, pardon. C'est vraiment un endroit qui est magnifique dans le Lavaux. Et ils ont fait, puis ça fait maintenant, c'est la 22e l'année prochaine, au mois d'avril, course de ces tracassés. C'est la 22e année qui est organisée le championnat du monde des tracassés. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très folklorique. C'est quelque chose où il y a bien à manger, il y a aussi très bien à boire. D'ailleurs, il fait presque soif, hein, c'est l'heure de l'apéritif. Et, et pour conduire ces petits véhicules à 3 roues, c'est vrai que voilà, les compétitions, c'est une parade à Gymkhana et une course de vitesse. Comme il n'y a pas de frein, je vous laisse imaginer où finissent la plupart des tracassés. Et c'est quelque chose qui est formidable, qui est sympathique. C'est inconnu sur toute l'Europe. Et j'ai profité de vous dire, voilà, venez au mois d'avril l'année prochaine pour la course de tracassés dans le Lavaux. Alors après, ils sont très cassés alors. Après, ils sont C'est noté en tout cas, on note le rendez-vous. C'est ça. Merci. Et toi, Pierre? Alors, moi, bon, je ne suis pas très original, hein, mais c'est vrai que bon, tout ce qui est masters et tout, forcément, ça fait rêver. Mais comme vous le disiez, je pense que voilà, être un jour une voix francophone de ces événements-là, c'est un truc énorme. Bon, après, voilà, j'ai le temps, ça pourra peut-être arriver un jour, je ne sais pas. Donc, On prend le portugais. oui, alors Portugal, je suis pas très très bon, hein. J'ai arrêté le Portugal, pour être honnête avec vous, j'ai arrêté le Portugal depuis la finale de l'Euro 2016. On va pas revenir là-dessus, mais chez nous en France, c'est un sujet un peu sensible. Non, blague à part, effectivement les Masters, ouais, c'est un truc qui me ferait kiffer. Dans les courses de côte, alors il y en a une. J'ai de la chance parce que je vais la commenter, c'est Bagnoles. Forcément, moi j'ai grandi à Bagnoles, c'est ma course. Et c'est aussi pour ça que, bon, bah, voilà, que le championnat n'ait pas démarré, c'était terrible pour moi parce que voilà, je voulais démarrer par ma course. Ça arrivera, donc voilà, je suis ravi de ça, mais j'ai hâte déjà d'y être. Une course comme les Rangers, pour le coup, les gars, si un jour vous avez besoin de moi, c'est avec plaisir. Non, mais c'est une super épreuve. Voilà, je pense que c'est un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, Cédric. Bon, c'est voilà, quand on te propose cette opportunité-là, bon, ben voilà, quand on est fan de course de côte, c'est un truc génial. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais énormément commenter un jour. Et puis, vraiment, le kiff, le truc que j'aimerais faire, ce sera un Grand Prix Formule 1, mais en tant que speaker officiel, quoi. Je pense que ça, c'est un grand moment aussi. C'est un truc qu'il faut, comment dire, si on peut le vivre une fois dans sa vie, je pense que voilà, c'est un truc qu'il faut vivre, quoi, à mon sens. Bon, bah super. Merci les gars d'avoir été à mes côtés. C'était sympa ce petit format croisé. Si vous voulez bien, je vais reprendre un petit peu le fil de cette émission parce qu'on va arriver à la deuxième partie pardon, de l'émission. C'est le quiz sport auto, course de côte. Vous n'allez pas y échapper les gars. Hein. Tous mes invités y sont passés. Vous allez également y participer. Alors, est-ce que déjà vous êtes prêts à répondre à mes questions? C'est bon, vous êtes On est prêt, vous avez bien révisé? révisé. Allez, nickel. On va démarrer comme ça. Première question, on va rechercher, messieurs, un pilote. Pilote de course de côte, alors qu'on a plus l'habitude de voir côté français que côté suisse ou côté luxembourgeois. C'est un pilote qu'on a eu l'habitude ces dernières années de voir au volant de différents protos, différentes autos. Je vais citer notamment la Norma M20, je vais citer le tracking de l'ami Fabien Bourgeon. Je vais citer également la Merlin en proto. Et pourquoi je vous parle de ce pilote? Parce que, comme vous, messieurs, et comme vous plutôt, il est devenu speaker. Il y a quelques temps de ça, il a commenté la finale de la Coupe de France de la montagne. Est-ce que vous savez de qui je vous parle? Oui, Maxime Basset. Exactement, Maxime Basset, bonne réponse de Jean-Michel. Maxime, bon, qui avait fait l'intérim en tant que speaker. Pour mes deux confrères, c'était un petit peu injuste là. Parce que mais je crois que Patrick, il avait le. Je l'avais sur le bout de la langue, mais. Pardon, excusez-moi. Patrick, c'est une Bible. Patrick, il connaît tout.
Patrick, tu peux lui demander le vainqueur de n'importe quelle course quand tu veux. Je pense qu'il te le retrouve. C'est une Bible. C'est une Bible. C'est une Bible. Deuxième question, les amis. Je vais vous demander de me citer le nom d'une course de côte qui s'est déroulée notamment dans les années 80-90, qui a été relancée dans le courant des années 2000 et qui a été commentée par un certain Jean-Jacques Bourdin. Il va y avoir le temps puisqu'il arrête RMC à la rentrée, je crois. Ah ouais? J'ai pas eu cette info. Alors, je sais Alors, petit indice, messieurs, il y en a un de vous trois qui n'a pas le droit de ne pas répondre à cette question parce qu'il a commenté cette course. Je ne cite pas de nom. Il est de la région d'Alès, à l'origine. Alors, Jean-Jacques Bourdin, il est de la région d'Alès. Mais la course en question, elle n'est pas forcément dans la région d'Alès. Même pas du tout, d'ailleurs. Alors, je ne dis pas lequel de vous trois a commenté la course, hein, bien évidemment. C'est une course qui se déroule dans le Cantal, en France. Ah, mais elle recommence début août, là. C'est la course de côte du Lioran, du… Non. Non, c'est la course de notre ami Pierre. Exactement. Tu peux nous la citer, Patrick? Cédric, tu l'as faite. Oui, Plot. Eh oui, voilà, la course de côte de Plot. Plot. Alors, je ne savais pas que Jean-Jacques Bourdin avait commenté cette épreuve, mais effectivement, oui, je l'ai faite. C'est la montée de Pont-Blanchard. Exactement. Bonjour. Exactement. Alors, Cédric, je passe le mot parce que Pierre m'a dit, donc Pierre du forum Chevalier, hein, Patrick, tu l'as reconnu. Pierre m'a dit que si Cédric, tu ne trouvais pas la bonne réponse, il allait t'arriver des bricoles la prochaine fois que vous allez vous voir. Donc après, vous réglerez ça entre vous. Alors, la dernière fois qu'il m'est arrivé des bricoles, ça s'est joué à table. Et là-bas, on mange beaucoup. D'ailleurs, là, on revient au lancer des espadrilles parce que Pierre, c'est le président de la Fédération internationale du lancer d'espadrilles. Et on a dont le siège social est sur le forum Chevalier Compétition d'ailleurs. Hein, c'est ça. On est bien d'accord. C'est ça, on s'est compris. Bon. Allez, troisième question, on va reparler de course de côte au niveau, je dirais, européen pour le coup. Je vais vous demander, messieurs, de me trouver, alors désolé, j'ai fait un peu de chauvinisme, hein, Cédric et Patrick, mais je vais vous demander de me donner le nombre de Français qui ont été champions d'Europe de la montagne, toutes catégories confondues. Alors, je ne vous demande pas les années et les pilotes hein, dans un premier temps, mais je vous demande de me trouver le nombre exact. Le nombre exact de pilotes ou le nombre exact de titres? Le nombre exact de pilotes qui ont été champions d'Europe. Pas de titres, parce que certains d'entre eux ont été plusieurs fois champions, ouais, effectivement. 12. Cédric, une idée? Alors, je dirais une quinzaine. 15. 15, ok. Jean-Michel? Une douzaine. 12. Patrick? Ouais, moi aussi, je voulais dire une douzaine, 12, 13. Bon, je vais vous attribuer la bonne réponse, Patrick et Jean-Michel. C'était 10. En réalité, c'était 10. Alors, on va les citer. Alors, il y a bien évidemment le dernier en date, c'était Lionel en 2008. Bruno Ouzlo en 1996. Francis Dozière, qui a été 5 fois champion d'Europe, notamment. Giovanni Rossi, bien évidemment. Jacques Guillot, Jean-Louis Boss. On a Jacques et Jean-Marie Almeras, notamment. Alors, je n'ai pas tout bien noté, mais on a Jimmy Mieuxet également. Bref, je ne les ai pas tous, mais en tout cas, il y en a 10. Voilà, 10. On n'était pas loin. Même Cédric n'était pas loin parce que c'est vrai qu'entre 10 et 15, on remonte loin. Là. Exactement. Et il y a plusieurs titres aussi, donc en termes de titres, on n'est pas loin de ça, effectivement. Quatrième question, je vais vous demander de me donner le nom du dernier Grand Prix de Formule 1 qu'a commenté Pierre Van Vliet sur TF1. Alors, il y a une histoire derrière tout ça, hein, c'est pour ça que je vous en parle. C'est tellement vieux, TF1, le Grand Prix de France, non? Non, ce n'est pas le Grand Prix de France. Il y a une histoire, alors je vais vous donner un indice, messieurs, ça va peut-être vous guider sur la bonne réponse. Il y a une histoire de quelque chose qu'il a dit à l'écran par rapport à ce qui s'était passé sur la course, à l'arrivée du Grand Prix en question, qui n'a pas du tout plu à TF1 et qui l'a viré sur le champ. C'était en 2002. Voilà, pour vous donner l'information. Non, aucune idée. Alors, un Grand Prix où ça s'est joué sur la ligne, où deux pilotes coéquipiers ont inversé les positions. Non, vous ne l'avez pas. Non. C'était le Grand Prix d'Autriche. Grand Prix d'Autriche 2002, où Rubens Barrichello est en tête et il laisse Schumacher gagner, en fait.
Et Pierre Van Vliet avait dit que c'était une honte, que c'était un scandale, etc., etc. Il avait été limogé directement après. C'est Christophe Malbranck qui l'avait remplacé. Voilà, vous savez tout. C'était la petite minute télé, petite minute média. Voilà. Dernière question, messieurs, je vais vous demander de me citer le nom du champion de France de la montagne. Et d'ailleurs, c'est pas uniquement le champion de France de la montagne en 1967, c'est aussi le premier champion de France de la montagne. En 67 ? Ouais, tout premier champion de France de la montagne. 60. C'est pas Jimmy Mieuxet, non? Mais... Non, c'est pas Jimmy Mieuxet. Avant c'est lui. Un tout petit peu plus vieux. Avant lui, ouais, exactement. Avant Jimmy Mieuxet. Avec une abarthe. Clément. Non. Patrick, une idée? Non. Pierre Maublanc. Pierre Maublanc, exactement, Cédric. Bonne réponse. Aucune. Eh ben, c'est toi qui Google. Merci Google. Ah, il a triché, ok, il a triché. Triché. Ah là 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 là. Nous qui prenons le sport propre, franchement. Ouais. C'est toi qui es le plus près du Mont Blanc, de toute façon. Ah, là, c'est les plus grands noms de l'humour du sport automobile qui se sont réunis ce soir sur l'émission, comme vous avez pu le constater. Jean-Michel qui se produira en spectacle, donc le 14 à Clermont-Ferrand, le 15, je ne sais où. Bon, ok, super les gars, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Bon, c'est presque un sans faute, hein, à part une petite question où voilà, on n'a pas eu la réponse. C'était pas mal. Il y a de côte ce jour-là, c'est pour ça qu'on n'a pas pu répondre. Exactement, voilà, c'est pour ça vous étiez occupé, tandis que moi j'avais rien à faire hein, à l'époque, j'étais pas mis en vieux, donc j'étais devant la télé. Bon, dernière étape de cette émission, vous le savez, c'est le mot de la fin. Je vais vous laisser un petit mot à chacun pour que vous puissiez remercier qui vous voulez ou passer un message, vendre une voiture même si vous voulez, pourquoi pas. Cédric, je te laisse commencer, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors déjà merci beaucoup pour cette interview. C'est clair que les speakers, voilà, c'est une des premières fois, sauf erreur, que ça se passe, où on a quelque chose aussi qui est consacré à l'équipe. J'ai pas eu connaissance d'un autre événement du genre, mais que la personne qui l'aurait éventuellement fait se manifeste, hein, avec plaisir. En tout cas, un grand merci beaucoup à toi d'avoir organisé ceci. Et puis pour moi, j'aurai surtout le plaisir de te revoir et de vous revoir tous, j'espère très rapidement. Pierre, de te revoir à Turkheim début septembre. Comme c'est à côté de chez moi, je vais quand même venir faire un petit saut là-bas, ressentir et réécouter des moteurs. Patrick, on va se voir, j'espère, mi-août l'année prochaine au Rangier. Oui, mais comme tu parles de Turkheim, ça me tombe bien d'y aller aussi. Oh, alors écoute, j'ai déjà réservé une chambre au milieu du bled, là. L'auberge, je ne sais plus comment c'est. On pourrait peut-être se faire un truc. Je crois que je vois lequel. Ouais, on va trouver une solution. Tout d'un Je coup, vous accueille avec plaisir, en tout cas, dans la cabine. avec Jean-Michel. Et Jean-Michel aussi, allez, c'est parti. On se fait une sortie alsacienne, Gewürz, Choucroute, Riesling. Ça va aller très bien. Merci beaucoup à tous. Bon, merci à toi, Cédric. Jean-Michel, ton petit mot de la fin? Mon petit mot de la fin, merci, parce que c'est vrai que c'est une initiative qui est fort intéressante. Moi, j'aimerais, on en avait parlé un petit peu avant, dédier ce bon moment de convivialité à Bernard Desraies, parce que Bernard, j'espère qu'il nous regarde là-haut, puis tous les speakers, parce que bien sûr, on a pas mal d'amis qui nous ont quittés, donc voilà, c'est pour eux. Puis moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Pourquoi pas une autre fois, puis la prochaine fois, peut-être à Turkheim ou au Mont d'Or, ou je ne sais pas, Pierre, on verra d'où. Écoute, oui, nous on verra. Je crois qu'on a quelques rendez-vous en commun là qui vont arriver, Jean-Michel, me semble-t-il. Patrick, ton petit mot de la fin? Oui, je voudrais faire un coucou à tous ceux qui nous ont regardés et qu'on espère pouvoir bientôt revoir vraiment en live, tête à tête, les yeux dans les yeux, et bientôt à une course surtout. Et d'un autre côté, restez vigilants, le virus est toujours là, mais je pense qu'il est beaucoup moins virulent qu'il y a encore un mois ou deux. Non, mais c'est clair, il faut rester prudent, hein, les amis, ne l'oubliez pas, même si c'est certainement un petit peu moins virulent, un peu moins dangereux et tout, il faut rester quand même
bien sûr, prudent vis-à-vis de la situation. Bon, moi, je vous remercie, les gars. C'était un véritable plaisir que de vous recevoir dans mon émission, dans cette émission qui a consacré la plus belle profession du monde, bien évidemment, celle de speaker en course de côte. Les amis, avant de se quitter, je vous le rappelle, l'ensemble des émissions sont à retrouver sur la page officielle Facebook Inside et Incline, ainsi que sur la page YouTube Inside Incline. Restez connectés parce qu'il va y avoir de toutes nouvelles émissions dans les prochains jours, les prochaines semaines à venir, ainsi que de nouveaux formats de vidéos. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir ça dans quelques semaines. Merci à tous, les gars. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Bye. À bientôt. Prochaine.